Donc bonjour à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode du Coin Recherche, épisode C de notre saison 1 qui a pour but de vous introduire à ce qu'est la retrouvabilité de Jordan pour des catégories de modules sur des algèbres aimables. Et aujourd'hui, j'aimerais vous introduire, vous parler de ce que sont les représentations de Carquois. Ok, alors nous avons vu déjà jusque-là ce que sont les Carquois et ce que sont les algèbres de chemin. Ok, et j'aimerais vous parler maintenant de ces représentations, donc les représentations dont j'ai déjà parlé en disant rapidement qu'il s'agit de remplacer en chaque sommet un espace vectoriel et en chaque flèche une application linéaire. Alors je vais d'abord vous donner un exemple, une décomposition qui va vraiment vous parler, puisque là je vais juste vous parler d'application linéaire dans un premier temps. Et après vous allez voir comment ceci est relié à ce que je vais vous raconter par la suite. Alors, si vous travaillez une application linéaire entre deux espaces vectoriels de dimension finie, donc j'appelle F, eh bien les espaces vectoriels de dimension finie sont isomorphes à des espaces vectoriels qui peuvent s'écrire sous la forme k puissance p et k puissance m. Ok, en disant que le premier est de dimension p, le deuxième est de dimension m, et l'isomorphisme est assez trivial, il suffit de prendre une base de l'un, et puis associer à cette base les éléments de la base canonique de kp, puis pareil pour les éléments canoniques de km. Ok, bon, c'est assez clair. Donc n'importe quelle application linéaire peut se décrire de cette manière-là. Application linéaire entre deux espaces vectoriels de dimension finie peut se décrire de cette manière-là. Ok, entre deux espaces vectoriels de dimension finie comme ça. Bon, alors qu'est-ce que vous faites en général quand vous avez une application linéaire? Vous cherchez à identifier ce qu'est le noyau de l'application linéaire et ce qu'est l'image. D'accord? Alors le noyau, en fait, une fois que vous l'avez repéré, une fois que vous l'avez calculé, le noyau c'est donc un certain sous-espace vectoriel de dimension inférieure à l'espace dans lequel on travaille. Ici, dimension P', P' inférieur ou égal à P. Là, il se peut très bien que le morphisme que je vous ai donné soit un morphisme nul. Ok, donc si le morphisme est nul, le noyau c'est Kp. Bon, voilà. Et qu'est-ce que fait F sur ce noyau? Donc ça, c'est ce que je vais considéré comme le noyau de F, et bien il l'envoie vers 0. Tout simplement. Ok. Ensuite, l'image. L'image, c'est quoi? C'est en fait tous les éléments que vous pouvez atteindre dans l'espace d'arrivée. Les éléments que vous pouvez atteindre dans l'espace d'arrivée, ça correspond à tous les éléments qui ne sont pas dans le noyau, puisque vous devriez savoir que la dimension de l'image plus la dimension du noyau, c'est la dimension de l'espace de départ. D'accord? Théorème du rang. Donc le théorème du rang me permet de dire que je peux continuer à décomposer mon morphisme en disant j'ai une partie de morphisme qui va être bijective, et où ici j'ai l'image de F. Et là j'ai un morphisme qui va être équivalent à l'identité. Ok? Donc équivalent à l'identité, ça signifie quoi? Ça signifie que je peux trouver deux matrices P et Q telles que la matrice associée à F, ça peut s'écrire comme P fois JRN fois Q, où JRN, c'est la matrice correspondant au rang R de l'application linéaire. Donc JRN, c'est la matrice associée au bloc identité que vous mettez dans la première partie de diagonale, et que des zéros dans le reste de la matrice. Ok? Et ici, si vous faites en sorte que les dimensions coïncident à l'arrivée et au départ, eh bien, vous allez avoir quelque chose de bijectif. Et donc quelque chose de bijectif, c'est de rang maximal. Et de rang maximal, ça veut dire donc qu'on est équivalent à l'identité. Il suffit juste de faire coïncider les bases, la base d'arrivée avec la base de départ avec la base d'arrivée. Ok? Si on fait ça, on a quelque chose, on retrouve l'identité à équivalence près. Donc voilà, donc là vous avez ça. Et puis il reste un dernier objet. Le dernier objet, ça correspond juste, si on veut retrouver toute l'information de notre application linéaire de départ, il nous faut également une partie de l'espace vectoriel qui se trouve ici. Puisque là, en ayant écrit cet espace vectoriel, je ne suis pas certain d'avoir fait tout le tour de cet espace vectoriel Km. D'accord? Puisque P moins P' peut être très bien inférieur strict à Km.
Il n'y a aucune... l'application linéaire que je vous ai donnée là, il n'y a aucune raison qu'elle soit surjective. Ok? Eh bien, j'ai donc une dernière partie de la décomposition qui s'écrit sous cette forme. Ok? Et là, on est d'accord, j'espère que vous serez d'accord avec moi, que n'importe quelle application linéaire f peut se décomposer de cette manière-là. Vous avez une partie qui correspond au noyau, une partie qui correspond à l'image, et tel que le morphisme correspond à quelque chose de bijectif, et vous avez une partie qui correspond aux choses que l'on n'atteint jamais par l'application f. Ok? Alors cette décomposition, donc déjà je vais mettre des termes sur ce que je viens de décrire là. Donc l'espace vectoriel que vous avez ici porte un nom, c'est ce qu'on appelle la coimage de f. D'accord? Donc la coimage de f, c'est en fait l'espace vectoriel qui est supplémentaire au noyau dans l'espace de départ. Ok? Donc la coimage, c'est l'espace supplémentaire au noyau dans l'espace vectoriel de départ. Et ici, de la même manière, vous avez ce qu'on appelle le conoyau, qui est donc l'espace supplémentaire de l'image pour l'espace vectoriel d'arrivée. Okay, voilà quelques petits termes en plus techniques. Et ce que je viens de faire, c'est globalement ce que je vais vous parler dans toute cette partie représentation de Carquois. Okay, alors, donc, tout ce que je vais vous parler, c'est justement d'abord ce qu'est une représentation de Carquois. En fait, ce que je vous ai donné en tout premier lieu, là, cette application linéaire, c'est exactement ce qu'est une représentation de Carquois. Puisqu'ici, vous êtes en train de travailler une représentation de Carquois sur un Carquois très particulier, Carquois que nous avons déjà croisé lors des épisodes précédents. Nous sommes en train de regarder les représentations de ce Carquois. Le Carquois qui va de 1 vers 2 avec une flèche entre les deux. Eh bien oui, parce que là, le sommet 1, vous mettez cet espace vectoriel, le sommet 2, vous mettez l'autre espace vectoriel, et l'application linéaire, la flèche ici, vous mettez f. Voilà. Et qu'est-ce que je viens de faire ici? Ce que je viens de vous faire, c'est une décomposition de la représentation de départ. Et cette décomposition, je l'ai faite en des indécomposables. D'accord? Donc là, je viens de ça ici, ce serait la décomposition. Donc ça ici, ça serait représentation de ce Carquois. Et ici, ça c'est la décomposition en représentation indécomposable. Même si je ne l'ai pas encore écrit entièrement en des indécomposables, mais on n'est pas très loin de l'avoir. Donc c'est la décomposition en représentation indécomposable de la représentation. Ok, donc j'espère que ça vous motive bien pour la suite. Donc là, pour cette première partie, donc, puisque j'ai décidé de le découper en deux parties, pour cette première partie, je vais vous donner la définition de ce qu'est une représentation de Carquois. Je vais vous donner la définition de ce qu'est un morphisme entre deux représentations de Carquois. Et je vais vous donner, peut-être, si j'ai le temps, d'autres définitions supplémentaires, comme ce qu'est la somme directe de représentation de Carquois. Car ici, en fait, quelque part, cette représentation, c'est la somme directe, si je peux me permettre, c'est la somme directe des représentations que j'ai fait ici. Okay, donc il faudrait que je vous définisse exactement ce qu'est une somme directe entre des représentations, ce qu'est une représentation indécomposable par ce fait, et ensuite vous dire un petit peu ce qu'il en est des représentations indécomposables sur les Carquois. Donc bon, je pense que tout ça va me prendre deux parties, donc je vais d'abord commencer par vous donner quelques petites définitions sur ce qu'est une représentation et ce qu'est un morphisme de représentation. Alors définition. Alors soit Q, Q0, Q1, ST, je pense que vous êtes maintenant habitués, Q0 c'est les sommets, Q1 c'est les flèches, S et T c'est les morphismes, qui a une flèche associe la source ou le but de la flèche. Alors là j'ai un Carquois fini, et puis à l'avenir on supposera que le Carquois est connexe. Pour ceux qui ont fait SPInfo et qui ont donc travaillé les graphes, dire qu'un graphe est connexe, normalement ça doit bien vous parler, donc un Carquois connexe c'est exactement la même chose. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, ça veut juste dire que quand je vais dessiner tous les graphes, ils sont tous en une seule composante. C'est-à-dire que pour partir d'un sommet vers un autre, il y a toujours un moyen d'y aller en suivant les flèches, quitte à les suivre dans les sens inverses. D'accord? Donc voilà.
Je ne vais pas en parler plus que ça pour l'instant, je n'ai pas besoin de l'hypothèse connexe pour l'instant. J'en aurai besoin pour vous énoncer quelques propriétés par la suite, mais pour l'instant, j'en ai pas besoin. Donc, nous avons un carquois fini, et donc il me faut un corps également. Donc soit K, un corps. Pareil, sur le corps, je vais avoir des hypothèses à ajouter. J'y reviendrai. Pour l'instant, le corps, je peux le prendre quelconque pour cette définition et pour les prochaines définitions. Mais pour les résultats, il y a un moment donné, je vais devoir faire des suppositions supplémentaires. Il faudra que je vous explique ce que signifient ces hypothèses. Donc, une représentation du carquois Q sur le corps K est un couple E égale un uplet lié au sommet et un uplet E alpha, donc EQ pour les sommets et E alpha pour les flèches, Q1, tel que, eh bien, EQ c'est un K espace vectoriel, et ici on va supposer de dimension finie. Je pourrais travailler des représentations avec des espaces vectoriels de dimension infinie. C'est pas interdit, a priori, pour la définition plus générale. Mais ici, je vais me permettre de travailler avec des dimensions finies, puisque de toute façon, dans tout le cadre des choses que je vais vous présenter, on travaillera tout le temps, pour ainsi dire, avec des espaces vectoriels de dimension finie. Donc EQ de dimension finie, et vous avez E alpha, qui va être une application linéaire de l'espace vectoriel qui va se trouver à la source de alpha, vers l'espace vectoriel qui va se trouver au but de alpha. D'accord? Donc ça, c'est une application linéaire. Ok? Alors, je vais faire peut-être deux petits exemples, peut-être, juste qui vont nous suivre un petit peu. Je vais reprendre l'exemple là que je viens de vous donner du carquois. Donc si je prends, premier exemple, je vais prendre le carquois qui va du sommet 1 vers le sommet 2 avec la flèche alpha, d'accord? Donc les représentations de Q sont de la forme, vous avez K puissance P, une application linéaire F ici, et vous avez K puissance M ici. Avec F linéaire. Ok, je vais maintenant vous donner un autre exemple, un petit peu plus subtil. Je vais prendre ce qu'on appelle le carquois de Kronecker. Alors le carquois de Kronecker, c'est à peu près le même genre de carquois, sauf que cette fois-ci nous avons deux flèches. D'accord? Donc ça c'est le carquois de Kronecker. Ok. Et donc les représentations sont de la forme, vous avez toujours K puissance P, K puissance M, et puis vous faites des applications linéaires F et G. D'accord? Et attention, il n'y a aucune raison qu'il y ait des choses, des carrés commutatifs ou des compositions qui doivent bien s'agencer. Là, a priori, il n'y a aucune condition. Si la flèche, par exemple, ici, était dans l'autre sens, pour le Kronecker, si je l'avais mis dans l'autre sens, il n'y a aucune raison pour laquelle F rond G doit faire identité. Aucune. D'accord? Il n'y a aucune raison. Il n'y a pas de composition qui doit vérifier telle ou telle propriété. À l'avenir, quand on travaillera avec également des idéaux par lesquels on quotientera, là on verra qu'il va y avoir des compositions qui doivent valoir 0. Tout simplement parce que c'est pour la même raison que je vous avais dit quand j'ai quotienté par l'idéal dans le dernier exemple de l'épisode précédent. Dans le dernier exemple, j'avais quotienté par l'idéal et je vous avais dit ça veut dire que cet élément-là est envoyé vers 0. Et tous les éléments qui sont dans l'idéal sont envoyés vers 0. Eh bien, les compositions, si on veut que ça coïncide avec ces idéaux, il faudra que les compositions, si ça donne quelque chose dans l'idéal, valent 0. Ok? Donc mais pour l'instant, j'ai pas parlé d'idéal, j'ai rien parlé du tout, je parle juste du carquois et il n'y a pas de relation, rien du tout. Donc ici, il n'y a aucune raison, aucune composition, aucune raison d'avoir des relations sur les compositions des applications linéaires qui sont en jeu. Ok?
Alors par contre, pour définir un morphisme entre deux représentations, là je vais avoir besoin d'ajouter des informations supplémentaires. Donc, alors définition suivante, qu'est-ce qu'un morphisme de représentation? Eh bien, un morphisme de représentation, vous avez donc deux représentations, EQ, E alpha, et puis vous avez F qui est FQ et F alpha. Ok? Et un morphisme de représentation, bah, c'est un morphisme qui va aller de E vers F. Et qui va vérifier les choses suivantes. Donc, phi qui va de E vers F, il va vérifier les choses suivantes. La première chose que ça va vérifier, c'est que phi, en fait, c'est une collection de morphismes en chaque sommet. Donc avec phi q, qui doit être une application linéaire de EQ vers FQ. Okay, donc ça, c'est la première condition. Et la deuxième condition, bah, il faut qu'il y ait des carrés commutatifs. Et les carrés commutatifs sont donnés par les flèches. Donc pour n'importe quelle flèche que vous avez dans votre carquois, bon, je vais d'abord dessiner le carré correspondant. Donc vous partez de ES alpha dans le carquois, dans la représentation E. Vous partez de ES alpha vers ET alpha par la flèche alpha. Donc par le morphisme, l'application linéaire E alpha. Vous avez d'un autre côté, vous partez de Fs alpha vers Ft alpha par l'application F alpha. Et ce que vous voulez, c'est que quand vous faites vos morphismes, vous avez phi S alpha et phi T alpha. Bah vous voulez que si vous faites la composition dans ce sens, ça doit donner le même résultat que si vous faites la composition dans l'autre sens. Donc le carré est commutatif, c'est ce qu'on appelle un carré commutatif. Et donc autrement dit, ça veut dire que les compositions suivantes, donc si je fais E alpha puis phi T alpha, ben ça doit être la même chose que si j'avais fait phi S alpha d'abord, puis F alpha. D'accord? Donc le carré commutatif que j'ai dessiné revient à cette relation que doit vérifier le morphisme de représentation. Voilà, donc si vous avez un morphisme de représentation, ça doit nécessairement vérifier ces choses-là. Des applications linéaires en chaque sommet et un carré commutatif pour chaque flèche. Ok? Alors je vais faire des exemples ici, puis je m'arrêterai là pour cette première partie. Je donnerai juste une dernière petite chose importante à l'oral et puis une référence. Donc je vais rester avec mes exemples de mes deux carquois. Donc là j'ai mon premier carquois, je le redessine. Donc 1 vers 2 avec la flèche alpha. Et puis je vais prendre deux représentations. Je vais prendre la première qui correspond à K vers K avec identité. Et puis Y qui va être 0 vers K. Et puis moi la question que je me pose c'est est-ce que je peux est-ce que je peux considérer un morphisme non nul qui va de la représentation X vers la représentation Y. Donc voilà, question pour vous, n'hésitez pas à faire une petite pause. Est-ce qu'il existe un morphisme non nul qui va de X vers Y? Morphisme de représentation. Alors bon, bah, si vous avez essayé d'y répondre, hop, on dessine les deux flèches ici, hop, vous voulez phi 1, phi 2, vous voyez déjà que phi 1 ça doit valoir 0, parce que votre espace vectoriel de départ est envoyé vers 0, donc automatiquement, voilà. Par contre, phi 2, a priori, pourrait ne pas être nul. Sauf que, bah, vous voulez que la composition qui est ici doit valoir la composition qui est ici. Mais la composition qui est ici, ça vaut 0. Donc comme la composition qui est ici vaut 0, ça veut dire que celle-ci aussi doit valoir 0. Vous avez déjà l'identité ici, donc ça veut dire que phi 2 vaut 0 également. Par carré commutatif. Conclusion, il n'y a pas de morphisme. Il n'y a pas de morphisme non nul. Donc il n'y a pas de morphisme non nul de X vers Y. Par contre, si j'échange la place, donc
si je change la place, hein, alors ici on a identité, si j'échange la place des deux représentations, cette fois-ci, mon phi1 vaut 0 automatiquement parce que c'est l'appli, c'est juste le fait d'injecter 0 dans l'espace vectoriel du dessous. Mais ici, phi2, bah vous voyez que le carré commutatif, cette fois-ci, il est toujours vérifié, puisque vous partez de 0. Donc l'image de 0 par n'importe quelle application linéaire, c'est 0. Okay, donc là, bah, phi2, bah, il peut valoir ce qu'il veut, donc c'est non nul. Donc cette fois-ci, oui, vous avez la possibilité. Donc si vous voulez, vous pouvez mettre identité. Et toutes les applications bijectives que vous pouvez faire entre les deux corps, et là, c'est là où il y a quand même une condition quelque part, c'est que si vous travaillez avec un corps, je pense que là, ici, il faudrait peut-être supposer que le corps est algébriquement clos, donc c'est-à-dire que là, bon, je ne vais pas vous embêter avec ce que ça veut dire algébriquement clos pour l'instant, mais en gros, si vous prenez le corps K égale C, et bien les seuls morphismes qu'il y a entre C et C, c'est les multiples de l'identité. Donc là, bah oui, ici, dans cet exemple, il y a un morphisme non nul. Il y a un morphisme non nul de y vers x. Ok, donc vous voyez que là, les applications, enfin les morphismes de représentation doivent vérifier certaines choses. Et vous voyez que ces carrés commutatifs peuvent impliquer directement ce que valent les représentations. Enfin, vous voyez que les degrés de liberté sont quand même très restreints. Ici, par exemple, vous n'avez même pas de degré de liberté, ça vaut obligatoirement 0. Ici, vous en avez 1, puisque phi2, vous avez le choix de ce que ça peut valoir. Je vais juste faire peut-être un petit exemple, un dernier petit exemple avec le Kronecker. Donc si je reprends le Kronecker, avec deux flèches, alpha, bêta, ok. Alors si je reprends le Kronecker, bah, je pourrais, qu'est-ce que je peux prendre comme représentation? Je vais prendre la représentation où je prends K, identité K, et en bas je vais mettre identité. Et puis je vais prendre une autre représentation où je mets Y, je veux K, je vais mettre identité ici, je vais mettre 0 en dessous. Voilà. Et là, même question, est-ce qu'il y a un morphisme non nul qui va de x vers y, et est-ce qu'il y a un morphisme non nul qui va de y vers x? Alors si vous avez à peu près suivi ce qui s'est passé ici, je pense, enfin dans cet exemple-là, je pense que vous allez comprendre ce qui pourrait se passer ici. Alors imaginons, voilà, je veux un morphisme. Hop. Donc j'espère que vous avez essayé de le faire avant que je le fasse. Maintenant je suis parti. Donc si vous voulez un morphisme entre ces deux représentations, vous voulez donc que tous les carrés commutatifs liés à toutes les flèches soient vérifiés. Donc il y en a une qui va être assez intéressante, c'est le premier carré commutatif que je vais essayer de mentionner avec une autre couleur, c'est celui-ci. D'accord? Donc le premier carré commutatif que je viens de dessiner là, me dit quoi? Ben, il me dit que phi1 doit être égal à phi2. Parce que vous avez phi2 rond identité, enfin pardon, non, identité, oui c'est ça, phi2 rond identité, qui doit être égal à identité rond phi1. Donc quelque part ça signifie que phi2 et phi1 sont équivalents, et autrement dit, doivent, pour ainsi dire, valoir la même chose. Donc là, ce carré commutatif, je ne sais pas, ce carré commutatif que je vais appeler 1, donc 1 me dit que phi1 et phi2 sont en fait les mêmes applications linéaires, donc sont équivalentes. Donc 1 donne phi1 et phi2 équivalents. Je ne vais pas me permettre de dire que c'est égal, même si à peu de choses près on pourrait dire ça. Ok, donc phi1 et phi2 sont égales, on pourrait se permettre de dire ça. Mais comme on travaille avec des espaces vectoriels différents, je préfère me maintenir à dire que c'est équivalent plutôt que de dire que c'est le même morphisme. Ok. Et puis, ben, si je regarde maintenant un autre carré commutatif, donc notamment si je regarde le carré commutatif donné par l'autre flèche, alors je ne sais pas si c'est très visible, je vais peut-être le faire en rouge pour que ce soit un peu plus visible. Alors, je ne sais pas si ça va super bien marcher, mais voilà. Donc,
ce deuxième carré commutatif, lui, qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit que phi2, c'est 0. Donc, le deuxième carré donne phi2 égale 0. Qu'est-ce qu'on en déduit? Ça veut dire que phi1 vaut 0. Ok? Et donc, qu'est-ce que ça signifie? Donc c'est pour ça que j'ai dit que si vous avez bien suivi ce qui s'était passé ici, vous devriez avoir compris comment ça va se passer ici. Donc là, on en déduit qu'il n'y a pas de morphisme. Donc, il n'y a pas de morphisme non nul de x vers y. Ok? Bon, et puis, on peut se poser la question, qu'est-ce qu'il en est dans l'autre sens? Donc là, je vous le laisse en petit exercice. Que dire des morphismes de y vers x? Mais je vous ferai remarquer quand même quelque chose, c'est le fait qu'on n'ait pas de morphisme qui va de x vers y me permet de dire que, il n'y a pas de morphisme non nul, me permet de dire que les deux représentations que je viens de vous donner ne sont pas isomorphes. Oui, parce que pour que ce soit isomorphe, il faudrait qu'il y ait une bijection. Et s'il y a une bijection, ça veut dire que je suis capable de donner un morphisme qui va dans l'autre sens, qui est non nul. D'accord? Et là, c'est pas le cas. Là, c'est pas le cas. Pourtant, j'ai mis le même espace vectoriel au départ et le même espace vectoriel à l'arrivée. Tout ce qui met à défaut la possibilité d'avoir une bijection, c'est à cause de cette flèche nulle qui est là. Et en fait, même de manière un peu plus générale, on le verra plus tard, si vous avez mis à la place de l'identité un multiple par lambda de l'identité, puis ici un multiple par mu de l'identité, avec mu et lambda distincts, eh bien, encore une fois, vous n'allez pas avoir de bijection entre les deux. D'accord? Donc on aura l'occasion de le revoir. Donc voilà. Alors juste une toute dernière chose dont j'aimerais parler, mais je vais ne le dire qu'à l'oral, pour l'instant. Et j'aurai l'occasion peut-être de l'écrire au prochain épisode. Le fait d'avoir défini ces représentations et les morphismes de représentation donne lieu à ce qu'on appelle une catégorie. Alors c'est quoi une catégorie pour la faire courte? Pour avoir une catégorie, il vous faut quoi? Il vous faut des objets. Ici, les objets, ce sont les représentations. Et il vous faut des morphismes entre les objets. Donc ici, les morphismes entre les objets, c'est exactement les morphismes de représentation. Okay, et il faut que ces choses-là se comportent bien les uns les autres. Donc c'est-à-dire que l'identité se comporte bien si je fais une composition particulière. Si je prends donc il faut que l'identité existe, etc. Enfin bref. Il faut également que si je prends un morphisme qui va de x vers y et un autre morphisme qui va de y vers z, je compose les deux, ça me donne quelque chose qui donne un morphisme de x vers z. Ça paraît assez logique ça. Donc l'identité existe pour n'importe quel objet, donc si je regarde les morphismes qui vont de x vers x, il doit y avoir l'identité là-dedans, et la composition par l'identité doit bien se comporter un peu comme un élément neutre. Voilà, je pense, normalement il doit y avoir encore peut-être d'autres propriétés, mais je ne vais pas vous en parler davantage. Donc ça donne lieu à une catégorie, ok, et je vous en parlerai peut-être un peu plus, mais cette catégorie est équivalente au module qu'on peut faire sur l'algèbre des chemins associés. Ok ? Donc on en reparlera, je pense, la prochaine fois, parce que là, sinon, je vais commencer à déborder de plus en plus. Je n'ai pas envie de trop déborder. Juste, j'aimerais vous donner une petite référence que je vais écrire, que je vais mettre en commentaire. Donc une petite référence pour tout ça, pour plus d'informations, si vous voulez vous lancer davantage à connaître ces choses-là, ou si juste par curiosité, ou peut-être plus, on ne sait jamais. Je vous conseille ce livre, donc ce livre, Elements of Representation Theory of Associative Algebras, okay, de Ibrahim Hassem, Daniel Simpson et Andrei Skowronski. Okay. Donc c'est un ouvrage qui parle justement de toutes les représentations d'algèbre, okay, dans le cadre des dimensions finies. Et alors il va raconter beaucoup plus de choses que ce que je vais vous raconter là dans tout l'ensemble des épisodes que je vais vous faire. Mais vous retrouverez beaucoup de choses que je raconte ici, là-dedans, et même donc des preuves, d'autres trucs si ça vous intéresse.
Donc voilà, moi je me suis, pour vous dire, ce bouquin c'est ce qui m'a permis de me former sur toutes ces affaires de représentation de Carquois, sur les algèbres aimables, etc. Ça a été un des bouquins majeurs dans mes études. Donc voilà, donc c'est pour ça que je vous tenais à vous partager cette référence qui, si ça vous intéresse d'en savoir davantage, n'hésitez pas à le feuilleter. Normalement, je crois que ce bouquin, il est accessible gratuitement. Je ne sais plus quel site exactement, mais je crois peut-être dans le site des professeurs en question, là, donc à Sam Simpson et Skowronski. Il y a des chances qu'on peut les trouver dans ces sites-là. Au passage, malheureusement, Andrei Skowronski est mort il y a très peu de temps. Donc genre il y a un an, peut-être à peu près un an. Et malheureusement voilà, ce sont des choses qui arrivent. C'était assez triste. Donc il y a eu tout un truc de séminaire qui lui a été dédié. Et bien plus, hein, parce que bon, ça a été quelqu'un de très humain, très proche. Moi, j'ai pas eu l'occasion de le connaître. J'aurais bien aimé avoir eu l'occasion de le connaître, parce qu'apparemment c'était un homme super gentil et voilà. Donc du coup, je me permets de faire une petite mention de lui et de dédicacer quelques petits mots là, c'est quelques petits mots à lui, en espérant que là où il est, ça se passe bien pour lui. Ça se passe bien pour lui, je me comprends. Qu'il repose en paix. Et puis voilà. Bon, je sais, là, je finis par une note un peu lourde, mais je tenais à en parler parce que bon, voilà, c'est quand même quelqu'un qui a été, qui a énormément contribué à toutes ces histoires de représentation sur les algèbres avec Hassem et Simpson. Donc ça fait partie des personnes majeures dans cette théorie. Donc je tenais à quand même donner quelques mots pour cet homme, ce grand homme, disons. Bon voilà, sur ce, 30 minutes, désolé. Sur ce, comme d'habitude, si vous avez des commentaires, quoi que ce soit, n'hésitez pas à les faire sous la vidéo. Comme d'habitude, vous connaissez la chanson. Partagez la vidéo si vous pensez que d'autres camarades, ça pourrait plaire à d'autres camarades. Et puis voilà, sur ce, je vous retrouve donc dans 2 jours pour le nouvel petit exo de colle. Donc dans 2 jours, et puis je vous retrouve également vendredi, donc là je pense que je le ferai pas non plus samedi, vendredi pour l'exo de colle, donc jeudi pour le petit exo de colle et vendredi pour l'exo de colle qui vont suivre, donc le 10 et 34, si je dis pas d'erreur. Voilà, sur ce, bonne semaine et à très bientôt. Tchuss.